40 ans à partager la même table et le même toit. Je croyais connaître ma femme. Jusqu'au jour où une BMW noire s'est arrêtée devant chez nous, un mardi. Et ma vie s'est brisée en silence. Écoutez jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Je m'appelle Luc Morel, j'ai 68 ans. Toute ma vie s'est déroulée ici, à Brest, cette ville battue par les vents d'ouest, où l'odeur de la mer se mêle à celle du gasoil des chalutiers. J'ai servi la France en tant qu'adjudant-chef de la gendarmerie nationale, jusqu'à ma retraite il y a 10 ans. Aujourd'hui, je continue à travailler quelques heures par semaine, de 14h à 18h, à la caserne. Une manière de rester utile, de ne pas sombrer dans l'oisiveté. Mon existence depuis la retraite est réglée comme une marée. Les matinées commencent par un café chaud, pris face à la fenêtre qui donne sur la rade de Brest. Je regarde les goélands tournoyer au-dessus du port, et je pense à ces années où je portais l'uniforme, où chaque mission me rappelait le sens des mots « honneur » et « devoir ». Aujourd'hui, mes après-midi se passent dans un bureau modeste, rempli d'archives, de dossiers jaunis et d'ordinateurs qui me semblent parfois plus complexes que les enquêtes criminelles que j'ai résolues jadis. Le soir, je retrouve Claire, mon épouse. 40 ans de mariage. Nous avons bâti ensemble une maison de pierre dans le quartier de Recouvrance, là où les petites rues pavées descendent jusqu'à la Penfeld. Notre maison est simple, mais elle respire la Bretagne. Le parfum du Queen quand Claire en préparait le dimanche. Les embruns qui s'infiltrent par les fenêtres mal isolées quand souffle la tempête. Les conversations qui s'attardaient à table jusque tard dans la nuit. Nos enfants ont quitté le nid depuis longtemps. Maxime, notre fils, est militaire, comme son père. Une fierté silencieuse que j'ai toujours portée, même si cela me ronge de le savoir loin, souvent déployée. Anaïs, notre fille, a choisi une autre voie, celle de la médecine. Interne, elle consacre ses nuits et ses jours à l'hôpital. Quand elle appelle, j'entends la fatigue dans sa voix, mais aussi la détermination. J'aime les écouter parler de leur vie, même si nos repas de famille sont devenus rares, remplacés par des appels vidéo qui me laissent un goût amer, comme une présence incomplète. Je croyais que mon quotidien, aussi monotone soit-il, tenait debout sur un socle solide. Ma femme, ma maison, mes souvenirs de service. J'avais l'impression que rien ne pourrait fissurer cette stabilité. Et pourtant, car tout a basculé un mardi. Ce jour-là, j'avais quitté la caserne plus tôt que prévu. Une panne informatique avait mis fin à ma permanence avant l'heure, et je m'étais dit que Claire serait contente de me voir rentrer plus tôt. J'imaginais déjà son sourire quand elle entendrait mes pas dans le couloir. Je longeais la rue de Siam, sous un ciel bas, comme toujours à Brest, quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait ralentir. Devant notre maison, garée bien en évidence, se trouvait une BMW noire que je n'avais jamais vue auparavant. La portière côté passager s'ouvrit, et ma vie prit une direction que je n'aurais jamais soupçonnée. Ce mardi, je suis rentré plus tôt. Je suis né à Brest, en 1955, dans une maison modeste du quartier de Saint-Marc. Mon père travaillait comme cheminot à la SNCF. Ses mains étaient toujours noircies par la poussière de charbon, ses vêtements imprégnés de l'odeur métallique des rails et des machines. C'était un homme droit, peu bavard, mais chacune de ses paroles avait le poids d'une leçon. Il répétait souvent « Luc, dans la vie, il n'y a que 2 choses qui comptent, ta parole et ton travail. Si l'une tombe, l'autre ne suffit pas. » Ma mère, quant à elle, tenait la maison avec une rigueur simple. Elle m'a appris à respecter la table, à partager le pain, à ne jamais tourner le dos à celui qui tend la main. Elle disait que la Bretagne est rude, mais qu'elle forge des cœurs solides. Dans cette atmosphère de simplicité et de dignité, j'ai grandi. L'enfance, à Brest, c'était courir le long des quais,
sentir la force des tempêtes d'hiver fouetter mon visage, jouer avec des cerfs-volants au fort du portique quand le vent tombait enfin. Mais c'était aussi observer mon père rentrer tard, fatigué, et pourtant se lever chaque matin sans jamais se plaindre. J'ai compris très tôt que l'honneur ne se proclamait pas. Il se vivait, jour après jour. Un événement a marqué ma jeunesse. J'avais 13 ans quand, un soir, un accident ferroviaire s'est produit non loin de la gare. Mon père fut l'un des premiers à se rendre sur les lieux. Je l'ai accompagné en cachette et j'ai vu les corps blessés, la panique, mais aussi la discipline et le courage des hommes en uniforme. Pompiers, gendarmes, secouristes. Leur sang-froid contrastait avec le chaos alentour. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai su. Un jour, moi aussi, je porterai l'uniforme. À l'école, je n'étais pas le meilleur en mathématiques, ni le plus rapide au sport. Mais j'avais cette conviction intérieure. Je devais servir. Quand mes camarades rêvaient d'usine ou de pêche, je rêvais de discipline, d'ordre et de responsabilité. Chaque fois que je voyais une patrouille de gendarmes traverser la rue de Siam, leur képi étincelant sous la pluie, j'avais le cœur qui battait plus fort. Le jour de mes 18 ans, je me suis présenté au bureau de recrutement. Ma mère a pleuré, mon père a hoché la tête. Il n'a rien dit, mais dans son regard, j'ai lu une fierté silencieuse. À cet instant précis, ma route était tracée. C'est ce jour-là que j'ai choisi l'uniforme. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Claire. C'était lors d'une fête organisée par un camarade de promotion dans une petite salle des environs de Brest. La musique bretonne se mêlait à quelques airs plus modernes. Les rires résonnaient entre les murs décorés de guirlandes en papier. Je venais d'être admis dans l'école de gendarmerie. Mon uniforme encore neuf me donnait l'impression d'avoir gagné 10 centimètres de hauteur. Claire, elle, était étudiante à l'Institut de formation des maîtres. Ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux clairs avaient ce mélange de douceur et de malice qui vous désarme d'un seul regard. Quand nos regards se sont croisés, le brouhaha autour s'est estompé. J'ai osé lui demander de danser. Elle a accepté. Ce fut une valse maladroite, mais dans ce tourbillon, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'irréversible. Les mois suivants furent faits de lettres et de rendez-vous volés entre mes permissions et ses cours. Nous nous retrouvions sur la nouvelle passerelle de recouvrance, main dans la main, à regarder les navires passer sous nos pieds. Nous parlions d'avenir, de projets modestes mais sincères, une maison, des enfants, une vie simple, mais bâtie sur la fidélité et le respect. En 1978, nous nous sommes mariés à l'église de Saint-Sauveur. Pas de faste, pas de luxe, seulement la chaleur des proches, le parfum du cidre et la musique des binious. J'avais l'impression que tout l'univers s'était résumé à ce « oui » que Claire a prononcé d'une voix tremblante. Peu après, nous avons emménagé dans une petite maison en pierre dans le quartier de recouvrance. Les murs humides, la peinture écaillée, tout cela ne comptait pas. Nous avions la jeunesse, la force et cette certitude naïve que rien ne pourrait nous atteindre. Nous partagions les tâches, rions des factures trop lourdes. Et parfois, en fin de journée, Claire cuisinait des crêpes au beurre salé pendant que je lui racontais mes premiers jours de service. Les années ont filé comme les marées de la rade. Maxime est né en 1980, un garçon vigoureux qui ressemblait déjà à son grand-père. 2 ans plus tard, ce fut le tour d'Anaïs, fragile au départ, mais qui grandit vite, toujours un livre à la main, déjà curieuse de comprendre le monde. Ces enfants, c'était notre victoire contre les tempêtes. Je me souviens d'un soir, après la naissance d'Anaïs. Claire tenait le bébé contre elle, et Maxime dormait dans son petit lit. La lampe de chevet diffusait une lumière douce. Je les regardais, ma femme, mes enfants,
et j'ai pensé que le bonheur devait ressembler à cela. Une scène simple, fragile, mais infiniment précieuse. Je croyais alors que le bonheur avait une forme stable. Les années 80 et 90 furent pour moi une longue traversée de missions et de mutations. J'ai servi d'abord en Bretagne, puis parfois plus loin, toujours en uniforme, avec cette fierté qui me tenait droit. La gendarmerie, c'était plus qu'un métier. C'était une vocation. Je me levais chaque matin avec la conviction de protéger, d'apporter un peu d'ordre dans un monde qui vacille. On m'a envoyé plusieurs fois sur des opérations de frontières, lors de contrôles délicats. Je revois encore ces nuits glaciales, debout dans la boue, la lampe torche à la main, le souffle qui se transformait en vapeur. Je revois aussi les moments d'adrénaline, quand une arrestation se jouait en quelques secondes, ou quand il fallait calmer une foule en colère. J'ai connu la peur, mais je l'ai toujours cachée sous un visage ferme. Pour ce service, j'ai reçu quelques médailles. Elles dorment aujourd'hui dans un tiroir, mais elles me rappellent que je n'ai pas servi pour rien. Pendant ce temps, Claire suivait son propre chemin. Elle était devenue enseignante dans une école primaire du centre de Brest. Très vite, elle s'est distinguée par son sérieux et sa passion. Les parents d'élèves l'admiraient, la direction la valorisait. On venait lui demander conseil, on lui confiait les classes les plus difficiles. Elle brillait dans ce rôle, et j'en étais fier. Quand je rentrais d'une mission épuisée et que je la voyais corriger des copies avec un sourire calme, je me disais que nous formions une équipe invincible. Notre maison s'animait au rythme des enfants. Maxime grandissait, l'œil toujours tourné vers mon uniforme. Je sentais qu'il suivrait ma voie. Anaïs, elle, préférait accompagner sa mère dans les librairies, choisissant des manuels de biologie plus lourds qu'elle. Les deux trouvaient leur place, et Claire et moi nous complétions, comme les deux rives de la Penfeld. Pourtant, je n'ai pas tout vu. Avec le recul, je me demande si les premiers signes n'étaient pas déjà là. Je me souviens d'une soirée, un dîner de fin d'année scolaire. Claire s'était faite particulièrement élégante. Elle parlait avec animation d'un collègue, un certain Arnaud Leclerc, venu présenter une conférence sur la rénovation d'un bâtiment scolaire. À l'époque, j'avais noté ce nom comme on note un détail sans importance. Elle riait à ces anecdotes, avec une légèreté que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je n'y ai pas prêté attention. Je croyais en notre solidité. Nous avions traversé tant d'épreuves, tant de tempêtes. Comment imaginer que quelque chose puisse éroder ce que nous avions construit? Mais ce soir-là, dans un éclat de rire trop franc, il y avait déjà une ombre. Et pourtant, un regard a changé. On croit toujours que la trahison surgit comme un éclair, brutale, évidente. En réalité, elle s'infiltre comme une pluie fine dans les fissures d'une maison. Elle ronge lentement, silencieusement. Tout a commencé par de petits détails, des détails que j'aurais pu ignorer si je n'avais pas été formé, toute ma vie, à observer. Un soir, en rentrant, j'ai remarqué un parfum différent dans le salon. Pas celui de Claire, ni celui de ses amis. Un parfum plus sec, boisé, qui ne collait pas à notre univers. J'ai demandé distraitement si elle avait changé d'eau de toilette. Elle a souri, a dit que non, et a rangé la vaisselle. Je n'ai rien ajouté. Puis, il y a eu les 2 verres de vin. Je travaillais l'après-midi, comme toujours, et un soir, en posant mon manteau, j'ai vu sur la table basse 2 verres encore humides, une bouteille à moitié vide. J'ai eu envie de trinquer toute seule, a-t-elle dit en riant. Mais pourquoi 2 verres, alors? Sa réponse m'a semblé forcée, mais je n'ai pas insisté. Et puis ces lessives étranges. Le mardi et le jeudi, toujours les mêmes jours, je retrouvais nos draps changés, lavés. Claire a toujours été soigneuse, mais cette régularité nouvelle m'a troublé. Pourquoi laver si souvent, alors que rien ne l'exigeait?
Un soir, alors que je prenais l'air sur le pas de notre maison de recouvrance, la voisine, une vieille dame au regard curieux, m'a lancé d'une voix innocente. « Dites-moi, monsieur Morel, la BMW noire qui vient parfois devant chez vous, c'est pour vous. » J'ai senti mon estomac se nouer. Je n'avais jamais vu cette voiture, pas plus que je n'avais entendu Claire en parler. J'ai esquissé un sourire, prétextant que non, que ce devait être un visiteur égaré. Mais dès cet instant, une fissure s'est ouverte dans mon esprit. La semaine suivante, en rentrant par surprise un jeudi après-midi, j'ai entendu des bruits étouffés dans la cuisine, puis un silence trop rapide, comme si l'air lui-même s'était figé. Quand j'ai ouvert la porte, Claire m'attendait, un tablier en main, les joues roses, me disant qu'elle préparait un ko-ignaman. Tout semblait normal. Trop normal. Dans la rue, en contrebas, j'ai aperçu, l'espace d'une seconde, la silhouette d'une BMW noire qui démarrait. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de simple coïncidence, mais j'étais encore cet adjudant-chef, formé à ne pas agir sous l'impulsion. Je ne voulais pas accuser sans preuve. Et pourtant, la question ne me quittait plus. La voisine a demandé « La BMW noire, c'est pour vous ?» Les jours qui ont suivi furent les plus longs de ma vie. J'étais habitué aux enquêtes, aux soupçons, aux mensonges des autres. Mais jamais je n'aurais pensé appliquer ces réflexes à ma propre maison. Mon éducation et ma carrière m'avaient appris une chose. L'honneur se défend par la dignité, pas par la suspicion. Et pourtant, comment fermer les yeux? Comment ignorer les indices qui s'accumulaient, ces lessives répétées, ces regards fuyants, cette BMW noire qui revenait comme un rappel cruel? Je passais mes heures de bureau à classer des dossiers, mais mon esprit vagabondait. Je revoyais Claire, ses gestes, ses phrases, ses absences. Une lutte intérieure me déchirait. Étais-je encore le mari confiant ou déjà le gendarme en quête de vérité? Un soir, j'ai tenté d'aborder le sujet. Je lui ai demandé calmement si quelque chose la préoccupait. Claire a haussé les épaules, m'a parlé de fatigue, de stress à l'école. Elle a même ajouté « Tu vois des choses là où il n'y en a pas, Luc. » Ces mots, doux mais fermes, sonnaient comme une mise en garde. Je me suis souvenu de mon père, répétant que le respect, c'est de ne jamais fouiller derrière l'autre. Alors j'ai hésité. Était-ce une trahison, déjà, que de vouloir vérifier? Mais une autre voix, plus sourde, me rongeait. Celle du gendarme qui sait qu'un doute non éclairci finit toujours par exploser. J'avais besoin d'une certitude, non pas pour condamner hâtivement, mais pour ne plus vivre dans ce brouillard. Alors, j'ai pris une décision. Je ne lui poserai plus de questions. Je n'élèverai pas la voix. Je n'accuserai pas sans preuve. J'attendrai. J'observerai. Et si je devais découvrir une vérité, elle viendrait non pas de mes soupçons, mais des faits. Cette nuit-là, en entendant le vent frapper les volets de notre maison de recouvrance, je me suis juré que je ne me laisserais pas abattre par le doute. Mais une pensée m'empêcha de dormir. Si mes soupçons se confirmaient, ce ne serait pas seulement mon couple qui s'effondrerait. Ce serait tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru immuable. J'avais besoin d'une preuve irréfutable. La décision fut plus lourde qu'aucune autre de ma carrière. Installer des caméras dans sa propre maison, c'était une frontière morale que je n'aurais jamais imaginé franchir. Et pourtant, à force d'indices et de silence, je ne voyais plus d'autre issue. Un vendredi matin, profitant de l'absence de Claire, partie voir une amie à Landerneau, disait-elle, je me suis rendu dans une boutique spécialisée du centre-ville. J'ai acheté un kit de vidéosurveillance, discret, facile à installer. Le vendeur, souriant, pensait sûrement que je voulais protéger ma maison contre d'éventuels cambriolages. Si seulement... De retour à Recouvrance, j'ai hésité longuement avant d'ouvrir la boîte. Mes mains tremblaient. Était-ce encore l'homme d'honneur qui agissait, ou bien
un mari brisé qui cherchait à combler sa peur. Mais j'ai fini par installer 4 petites caméras, chacune choisie avec soin, une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir menant aux chambres, et enfin une, plus discrète, dans notre chambre à coucher. Quand j'ai eu terminé, j'ai éteint la lumière, m'asseyant sur le bord du lit. La douleur me rongeait. J'étais en train de transformer ma maison, notre refuge depuis 40 ans, en terrain d'enquête. Et le suspect, c'était ma propre femme. Le lundi suivant, je suis parti travailler comme si de rien n'était. J'ai laissé les caméras tourner, leur œil froid braqué sur ce que je n'osais affronter. Toute l'après-midi, en classant des rapports poussiéreux à la caserne, je n'ai pensé qu'à une chose, ce que je découvrirais en rentrant. Ce fut le mardi, comme toujours, que tout bascula. J'avais lancé l'enregistrement à distance. Assis dans mon bureau de la caserne, je regardais l'écran de mon téléphone, le souffle court. À 14h15 précise, la porte de la maison s'ouvrit. Claire entra, un sourire sur les lèvres. Derrière elle, un homme passa le seuil. Grand, costume sombre, assurance naturelle. Je le reconnus aussitôt. Arnaud Leclerc, l'entrepreneur dont elle avait parlé autrefois, celui qui rénovait des écoles, celui dont les parents d'élèves louaient l'ambition. Ils déposèrent leurs affaires dans le salon. Claire rit doucement, ce rire léger qui autrefois m'était réservé. Arnaud posa une bouteille de vin sur la table basse, sortit 2 verres. Je serrai mon poing si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Les images défilaient, implacables. Je voulais détourner les yeux, mais je restais figé, cloué par cette vérité qui me transperçait. À 14h15, la porte s'est ouverte. Les images s'enchaînaient, froides et mécaniques. Le salon où j'avais vu grandir mes enfants devenait le théâtre d'une trahison que je n'avais jamais osé imaginer. Claire déboucha la bouteille avec une aisance tranquille, comme si ce rituel avait déjà eu lieu maintes fois. Arnaud leva son verre et dit d'un ton moqueur : « À nous et à tes mardis libres. » Ah ! Ils trinquèrent. Le vin coulait, mais dans mes veines, c'était du poison. Claire s'installa sur le canapé, à la même place où, des années plus tôt, elle lisait des histoires à Maxime et Anaïs. Arnaud s'approcha d'elle, posa sa main sur son épaule. Elle ne recula pas. Pire encore, elle sourit. Ce sourire, celui que je croyais connaître, celui qui m'avait soutenu dans les pires tempêtes. Et puis les mots vinrent, plus cruels que les gestes. Ton mari, toujours avec ses horaires fixes, sa petite fierté d'adjudant. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il a sous les yeux. Claire rit, un rire léger, complice. Elle répondit : « Luc est un homme bien, peut-être trop bien. Avec lui, tout est réglé, trop carré. Toi, tu apportes autre chose. Du souffle, de l'ambition. » Ambition. Voilà donc ce que j'étais devenu face à cet homme. Un obstacle tranquille, un vestige d'une vie trop ordinaire. Tout ce que j'avais cru offrir, la stabilité, la fidélité, le respect, se retournait contre moi, comme des faiblesses. Je vis Arnaud l'embrasser. Elle ferma les yeux, se laissant aller sans retenue. J'avais l'impression qu'une lame glacée me traversait la poitrine. Chaque seconde était une déchirure. Je n'ai pas pu regarder plus de 30 secondes. Mon doigt a glissé sur l'écran pour couper la vidéo. Je suis resté immobile, le téléphone posé sur la table du bureau, le cœur battant à rompre, le souffle court. Le monde s'était écroulé en silence, sans cri, sans dispute, simplement par la preuve irréfutable que je n'aurais jamais dû chercher. À cet instant, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je n'ai pas pu regarder plus de 30 secondes. Je suis sorti de la caserne comme un automate. Mon téléphone dans la poche brûlait ma cuisse.
comme s'il contenait une vérité trop lourde à porter. Le ciel de Brest s'était couvert, les rafales d'ouest balayaient en les quais. Je marchais sans but, mes pas résonnant sur les pavés humides de la rue de Siam, comme si chaque écho me rappelait que j'étais désormais seul. Je longeais la rade. Les bateaux de pêche oscillaient, leurs mâts grinçaient sous la tempête. J'ai pensé à tous ces marins qui, malgré la mer déchaînée, partaient encore chaque soir affronter l'inconnu. Et moi, adjudant-chef à la retraite, je n'avais pas su voir la tempête grandir dans ma propre maison. Je me suis assis un moment près de la jetée du fort du Portique. Le vent fouettait mon visage. Mes yeux pleuraient autant de douleur que de pluie. 40 ans de mariage, balayés par un sourire échangé sur un canapé. Tout ce que j'avais cru bâtir, les repas en famille, les anniversaires, les fêtes de Noël, les étés passés à manger des kouign-amann en regardant les tempêtes, venaient de s'effondrer. La nuit s'épaississait, et avec elle, mes illusions se dissipaient. J'ai pensé à Maxime, à Anaïs. Comment leur annoncer? Comment leur expliquer que leur mère avait choisi un autre chemin? Je me suis dit qu'ils méritaient la vérité, même si elle me déchirait. Puis une voix intérieure s'est levée. Toute ma vie, j'avais appris à ne pas reculer devant la peur, à affronter la vérité de face. Pourquoi maintenant devrais-je me taire? Pourquoi laisser Claire dicter le récit de notre histoire? Alors, dans ce chaos intérieur, une résolution s'est imposée. Je ne fuirai pas. Je ne garderai pas ce fardeau seul, comme une blessure secrète. Je l'affronterai. Elle devrait répondre. Le lendemain soir, en rentrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, occupée à couper des légumes comme si de rien n'était. Ses gestes étaient calmes. Ses lèvres fredonnaient un air familier. Je l'ai regardée longuement, puis j'ai lâché d'une voix grave, presque étrangère à moi-même. « Claire, depuis quand ?» Elle s'est figée, le couteau suspendu au-dessus de la planche. Le silence est tombé, plus lourd que la tempête dehors. Je lui ai demandé « Depuis quand ?» Elle a posé le couteau, lentement, comme si chaque geste comptait. Ses mains tremblaient, mais son visage restait étrangement calme. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai vu dans ses yeux ce combat intérieur, nier, inventer ou dire la vérité. « Depuis quand ?» ai-je répété, cette fois avec une dureté qui me surprit moi-même. Claire a soupiré, puis elle a dit d'une voix basse « Depuis plus longtemps que tu ne voudrais l'entendre. » Ces mots me transpercèrent. Je sentis mon cœur s'éteindre peu à peu, mais elle continua, comme si un barrage venait de céder. « Luc, tu es un homme droit, tu l'as toujours été, mais toute ta vie tu as vécu pour l'uniforme, pour le devoir, pour l'honneur. Tu n'as jamais vécu pour nous. Avec toi, tout était réglé, prévisible. Arnaud, lui, m'apporte autre chose, du confort, du statut, des perspectives. Il me fait sentir que j'existe encore, autrement que comme ta femme ou la mère de tes enfants. Et à ta mère, je restais pétrifié. J'aurais préféré qu'elle crie, qu'elle m'accuse de fautes inventées. Mais non. Elle dressait froidement un inventaire, comme on énumère des chiffres sur un bilan comptable. Donc, 40 ans de mariage ne valent rien face à une BMW noire? Ai-je lancé, amer. Elle a baissé les yeux. Son silence valait aveu. Je me suis approché d'elle, la voix serrée. Nous avons traversé les tempêtes, élevé 2 enfants, bâti une maison pierre par pierre. Et toi, tu jettes tout ça pour du confort. Elle a levé le regard, et c'est à ce moment-là qu'elle a prononcé le mot. Ce mot lourd comme un coup de canon, celui qui ne laisse plus de retour possible. Luc, il n'y a plus de nous. Je veux le divorce. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Ce n'était plus seulement la trahison,
C'était la condamnation. Je suis sorti de la cuisine sans un mot, la gorge nouée, le cœur fracassé. La tempête dehors me semblait douce, comparée à celle qui venait de s'abattre dans ma maison. Le mot « divorce » est tombé, lourd comme un coup de canon. Le divorce fut lancé presque aussitôt. Les papiers arrivèrent, froids, administratifs, sans une once d'émotion. Nous avons dû nous asseoir ensemble, chez un avocat, pour discuter du partage des biens. La maison de recouvrance, nos modestes économies, quelques souvenirs accumulés en 40 ans. Tout cela fut réduit à des colonnes, des pourcentages, des signatures. Je me souviens avoir pensé que même un cambriolage aurait été moins cruel. Au moins, là, l'ennemi est extérieur. Claire fit ses valises rapidement. Quelques robes, ses livres préférés, des albums photos qu'elle choisit avec soin. Elle s'installa presque aussitôt chez Arnaud Leclerc, dans sa maison moderne en périphérie de Brest. Il l'accueillit avec ce sourire arrogant que j'avais vu sur l'écran. Pour elle, le confort semblait plus important que le serment échangé en 1978. Les enfants réagirent chacun à leur manière. Maxime, militaire dans l'âme, prit parti sans détour. Un soir, il m'appela, sa voix chargée de colère. « Maman a trahi tout ce que tu nous as appris. Pour moi, elle n'existe plus. » Je sentais sa rage, son besoin de protéger l'honneur familial. Mais derrière sa dureté, je percevais aussi une blessure profonde. Il venait de perdre l'image de la mère qu'il idéalisait. Anaïs, elle, fut différente. Elle me téléphona à l'hôpital, la voix douce, retenue par les larmes. « Papa, maman reste maman. Elle a ses faiblesses, ses erreurs. Mais toi, tu es... Toi, ne laisse pas ça te briser. » Elle venait parfois dîner avec moi, apportant un plat préparé malgré ses gardes épuisantes. Elle essayait de maintenir un fil entre nous trois, un fil fragile que je redoutais de voir se rompre. Et puis, arriva Noël. Pour la première fois en 40 ans, je me retrouvais seul. La maison résonnait d'un silence glacial. Pas d'odeur de sapin, pas de rire d'enfants, pas de chants bretons fredonnés autour de la table. J'ai mangé un simple morceau de pain et un bol de soupe face à la fenêtre où la pluie battait. J'ai pensé à Claire, sans doute attablée dans un salon flambant neuf, auprès d'Arnaud, dégustant des méfaits. J'ai pensé à mes enfants, partagés entre loyauté et douleur. Et moi, adjudant-chef à la retraite, je n'avais plus que la compagnie des souvenirs et le souffle du vent. Cette nuit-là, j'ai compris ce que signifiait réellement la solitude. Noël arriva. Pour la première fois, j'étais seul. Après le départ de Claire, ma vie prit une forme nue, presque austère. Je me levais tôt, préparais un café fort que je buvais seul, assis face à la rade. Le silence de la maison était pesant, mais peu à peu je m'y suis habitué, comme on s'habitue au grondement des tempêtes. Elles font partie du paysage. Je reprenais goût à des choses simples. Le matin, je descendais acheter un kouign-amann encore tiède à la boulangerie de recouvrance. Je saluais les voisins, promenais parfois un chien prêté par un camarade. L'après-midi, je retournais à la caserne. 4 heures de classement de dossiers, 4 heures où je retrouvais un semblant de rôle. Ces gestes, anodins en apparence, m'ont sauvé de l'amertume. Mais à Brest, la rumeur va plus vite que le vent. Très vite, tout le monde sut que Claire s'était installée avec Arnaud Leclerc, le grand patron des matériaux de construction. On les voyait descendre ensemble de sa BMW noire, main dans la main, sur la place de la Liberté. Certains détournaient le regard, d'autres chuchotaient. Moi, je faisais semblant de ne rien entendre. Mais chaque mot me traversait comme une écharde. Et puis, comme souvent avec ceux qui croient tout acheter, les choses tournèrent. Arnaud avait toujours aimé la nouveauté, le prestige. Après quelques mois, il fut aperçu avec une autre femme, plus jeune, plus brillante, rencontrée lors d'un salon professionnel à Rennes.
Les murmures grossirent. Claire avait quitté un adjudant pour devenir la compagne éphémère d'un homme qui la remplaçait déjà. Un soir, en allant chercher du pain, j'entendis 2 anciens collègues discuter devant la boulangerie. Ils ne savaient pas que j'étais derrière eux. L'un dit « Tu sais, Leclerc, ça n'a pas duré. Claire est déjà seule. » J'ai senti une étrange sensation m'envahir. Pas de joie, pas de revanche. Plutôt une mélancolie amère. La roue avait tourné, mais cela ne réparait rien. À la caserne, un collègue plus jeune me glissa un jour. « Adjudant, la ville n'oublie pas. On sait qui est resté digne. » Ces mots m'ont marqué. J'ai compris que la seule victoire que je pouvais revendiquer n'était pas dans les biens perdus, ni dans l'amour disparu, mais dans la dignité conservée. La ville n'oublie pas. Un matin d'hiver, alors que je revenais de la boulangerie, je me suis senti faiblir dans la rue. Un vertige brutal, puis un voile noir. Je me suis réveillé à l'hôpital de Brest, couché sur un lit blanc, les néons me brûlant les yeux. Le médecin parla de fatigue accumulée, d'hypertension. Rien de dramatique, disait-il, mais il me fallait du repos, une surveillance. Je pensais rester seul, comme toujours, entre les allées stériles et les odeurs de désinfectants. Mais, un après-midi, alors que je somnolais, une silhouette familière entra dans la chambre. Claire. Elle portait un manteau sobre, ses cheveux légèrement défaits. Elle s'assit au bord du lit sans attendre d'y être invitée. Pendant quelques secondes, nous ne parlâmes pas. Seul le bip régulier de la machine brisait le silence. « Tu as toujours été trop droit, Luc. Trop intègre, » dit-elle enfin. Sa voix tremblait un peu. Je la regardais, fatiguée mais lucide. « Et toi, tu as toujours voulu plus. » Elle détourna les yeux. Je crus voir une lueur de regret, mais ce n'était peut-être qu'un reflet de la lumière. Elle m'apporta un sachet avec quelques financiers et un magazine. Des gestes banals, presque tendres, mais qui sonnaient faux après tout ce qui s'était passé. Nous avons parlé brièvement des enfants. Maxime, toujours en mission. Anaïs, débordée par ses gardes. Elle évita soigneusement de mentionner Arnaud, et je ne posai pas la question. Avant de partir, elle posa une main hésitante sur la mienne. « J'espère que tu te relèveras vite. » Puis elle se leva, remit son manteau et quitta la chambre sans se retourner. Je restai là, immobile, avec un poids sur la poitrine. Son passage n'avait rien apaisé. Au contraire, il avait ravivé la blessure. J'avais compris une chose, il n'y aurait jamais de retour en arrière. Entre nous, il ne restait que des ruines, et une distance désormais irréductible. On peut survivre à tout, sauf à la trahison. Quelques mois plus tard, je fus invité à une cérémonie organisée par la gendarmerie. On y honorait les anciens pour leurs années de service. 50 années d'engagement, de fidélité, de sacrifice. J'avais hésité à y aller, mais Anaïs insista. « Papa, c'est ton histoire, tu n'as pas le droit de la cacher. » Alors j'ai mis mon vieil uniforme, celui qui portait encore l'odeur des routes mouillées, du cuir usé et des longues nuits de garde. Il m'allait plus serré qu'autrefois, mais en l'enfilant, j'ai ressenti la même fierté qu'à 20 ans. La cérémonie eut lieu dans une salle sobre, décorée d'étendards. Mes anciens camarades étaient là, certains en civil, d'autres encore actifs. Quand mon nom fut appelé, je montai sur l'estrade, le pas lent mais sûr. On me remit un diplôme, une médaille symbolique. Les applaudissements résonnèrent, mais ce qui compta vraiment, ce fut le regard de mes enfants. Maxime, en permission, s'était déplacé malgré la distance. Son salut militaire fut plus éloquent que 1000 mots. Je lus dans ses yeux la reconnaissance d'un fils pour un père qui n'avait pas fléchi. Anaïs, quant à elle, tenait par la main une petite fille aux cheveux châtains. Camille, ma petite fille, que je voyais pour la première fois marcher d'un pas hésitant. Elle leva vers moi ses grands yeux curieux et sourit. Ce sourire d'enfant me traversa comme une lumière.
Tout ce que j'avais perdu me semblait soudain moins lourd, car il me restait l'essentiel. Transmettre, laisser une trace, un exemple. À la fin de la cérémonie, Anaïs me serra contre elle et murmura « Papa, ce que tu nous as donné vaut plus que n'importe quelle statue. » En tenant Camille dans mes bras, je compris que la vie, malgré ses blessures, offrait encore des instants purs, que le vrai héritage n'était pas dans les maisons, ni dans les biens, mais dans la mémoire qu'on laisse et dans les valeurs qu'on incarne. Je savais enfin ce que je laisserais derrière moi. Le soir de la cérémonie, de retour à Recouvrance, je me suis assis dans mon vieux fauteuil en bois qui craque à chaque mouvement. Devant moi, la fenêtre donnait sur le port. Les lumières des bateaux clignotaient dans l'obscurité comme des étoiles perdues. Le vent soufflait, mais ce soir-là, je n'avais plus peur de la tempête. J'ai repensé à ma vie, à mon père cheminot, à ma mère qui partageait le pain sans rien demander en retour. J'ai revu mes années de service, mes camarades, mes enfants grandissant, mes illusions et mes blessures. J'ai repensé à Claire, à ce que nous avions construit et détruit. J'aurais pu choisir l'amertume. Mais ce soir-là, en regardant ma petite fille Camille jouer sur le tapis, je compris que ce que j'avais à transmettre n'était pas une rancune, mais une force. La force de se relever. La force de rester debout quand tout vacille. Je pris mon carnet, et d'une écriture lente, j'ai laissé quelques lignes pour mes enfants, pour ma petite fille, pour qu'un jour, ils sachent. On peut perdre une maison, un mariage, une illusion. On peut perdre l'amour, la santé, la compagnie. Mais il est une chose que personne ne peut nous arracher. La dignité. Gardez-la comme une armure, car elle seule fait que l'on meurt debout, même quand on a tout perdu. Tiens, Bampara. J'ai refermé le carnet. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une paix intérieure. Claire avait choisi l'ambition. Arnaud avait choisi la nouveauté. Moi, j'avais choisi de rester fidèle à ce que j'étais. Et si un jour ma petite fille me demandait « Papy, qu'est-ce qui compte le plus dans la vie ?» Je lui répondrais simplement « On peut tout perdre, sauf la dignité.